Et coucou, c'est Laura, bienvenue dans ce 17e épisode des Chroniques BD. Alors aujourd'hui, ce mois-ci, on va parler des BD que j'ai pu lire courant mai. Donc mais c'était en mois normal, j'ai même pas lu tant que ça. Pour pas avoir 15 bandes dessinées à chroniquer ce mois-ci, on en aura seulement 9. Seulement, ça fait déjà beaucoup, et puis c'est même pas 9 BD en final, c'est 9 séries puisqu'on était plutôt à 18 lectures, je crois, ce mois-ci, donc un mois classique de lecture. Mais on y fera un peu moins, donc on pourra prendre le temps d'en parler. À moi de prendre le temps d'en parler surtout, en parlant un poil moins vite, ce serait top. En plus, ce mois-ci, il faudra rester jusqu'au bout, car une petite nouveauté, oh là là, attention, si vous allez voir, c'est complètement dingue, hein, c'est un truc de fou. Voilà, bon. On évolue avec le temps, on est l'épisode 17, on a déjà évolué au fur et à mesure, la qualité a un peu évolué au moins de visionnage, et puis bah voilà, on rajoute des petites features de temps à autre. Et bah donc on va commencer tout de suite, puisqu'on est là, on est là pour ça. Allez, c'est parti. Pouf. Et on commence tout de suite avec une grosse série, puisqu'on c'est le Crépuscule des Dieux, les tomes 1 à 9. Alors là, je vous présente par rapport à ce que je tiens dans les mains, c'est c'est justement le Crépuscule des Dieux, les tomes 1 à 9, mais en version intégrale, noir et blanc, c'est ce que j'ai lu. Cette série, j'ai dû la lire 4 ou 5 fois. Et coucou Armantis, oui en effet, dans les évolutions, il y a eu une table, parce que ça fait un peu plus professionnel, ça fait journaliste, que je ne suis pas, c'est pas grave. C'est surtout que ça me permet au moins de les avoir vraiment sous la main, et pas les avoir sur une espèce de carton à côté, enfin c'était un peu tout pourri. Là au moins je les ai, on peut même voir un petit peu des bouts ici. Euh, donc oui, effectivement, ça évolue. Donc Le Crépuscule des Dieux, c'est une série qui est sortie, je vais même pas noter la date de sortie de cette série, donc c'était dans les années 2000, 2010, au début, hein. Donc on est vraiment... plutôt 2005, ouais, allez, tranchons, mettons 2005. Il y a eu 9 tomes plus un tome 0, et donc là ici, bah, c'est une intégrale en 2 volumes. En plus, j'ai même eu le droit à une dédicace, attendez, je vous la montre parce qu'elle est stylée. Voilà, dessin de Loki ou Love, sur nom les germaniques. Du coup, de quoi va nous parler le crépuscule des deux dieux? On va suivre tous les événements qui conduisent les dieux d'Asgard vers le Ragnarok. Donc on est dans la mythologie scandinave. On va suivre les dieux, on va suivre les hommes. Ça c'est un premier cycle jusqu'au tome 6. Et après le tome 7, 8, 9, ça va compter ce qui se passe après le Ragnarok. J'arrive après, j'allais anticiper un petit peu trop sur mon avis, j'ai des choses à dire après, on va déjà parler des auteurs. Bon, pour Nicolas Jarry, ça va être assez rapide, car on en parle très régulièrement, c'est lui qui dessine les albums, pardon, qui scénarise les albums des nains dans les mondes d'Aquilone. Là, c'était avant ces mondes d'Aquilone, avant ces nains, il était déjà dans Crépuscule des dieux. Par contre, JF, j'en ai jamais parlé. Donc c'est un dessinateur qui a beaucoup travaillé avec Soleil. Il a déjà bossé avec Nicolas Jarry pour Tokyo Ghost. C'est une histoire à base de Yakuza et d'un peu d'éléments fantastiques. À ne pas confondre avec le Tokyo Ghost de Rick Remender, qui est complètement de la science-fiction, qui était cool aussi. Et dernièrement, dessine la série Créature. Donc, ce sont des enfants qui vivent dans un New York post-apocalyptique. Il y a de la brume, et dans cette brume, il y a des créatures. Voilà un peu le scénario de ce qu'il dessine actuellement. Hop, je vais vous mettre quelques images. Donc là, je vous mets un petit peu plus d'images. Parce qu'il y a quand même 9 volumes, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça fait 4 ou 5 fois que je lis cette bande dessinée. Donc, j'apprécie pour en plus l'avoir après derrière acheté en intégrale dédicacé. J'aime beaucoup les petits carrés comme ça qu'on trouve un petit peu partout. Même la pochette, je la trouve trop cool cette pochette. Euh, sinon on voit plus mes mains. Et vu que je parle beaucoup avec les mains, c'est dommage. Euh, voilà, par contre c'est la première fois que je lis cette bande dessinée en noir et blanc. Et je dois quand même reconnaître, la couleur, là c'est les casques que vous voyez là, bah, ça aide quand même beaucoup. Et je trouve qu'il y a pour certains, euh, voilà, les couleurs, les effets, ça apporte beaucoup par rapport au noir et blanc. Le noir et blanc, paf, voilà une page au hasard, paf, voilà.
Déjà, voilà, rien que sur certains designs de personnages, comme elle, pour la blague, elle a vraiment un look d'enfer en couleur, et même la cape de loge, Loki, c'est voilà, une petite cape enflammée, on le voyait sur une des cases, et je trouve ça assez cool, et mine de rien, en noir et blanc, bah, on n'a pas ces effets. Maintenant, il reste quand même toujours l'histoire. J'ai relu là, j'ai l'histoire, donc comme je disais, développé en deux cycles. Donc, premier, la chute des dieux vers le Ragnarok. Et Nicolas Jarry, justement, il mêle un petit peu toutes les influences pour amener vers le crépuscule des dieux. Donc il va s'inspirer des Eddas. Donc les Eddas, ce sont les récits qui sont finalement été transmis, qui sont arrivés jusqu'à chez nous, qui racontent le Ragnarok, qui racontent toute la mythologie scandinave. Et bon, il va aussi aller dans l'opéra de Wagner, le crépuscule des dieux. Et il va mêler en même temps des éléments historiques. Voilà, un petit peu de tout. Dans cette deuxième partie, ensuite, attendez, je me perds dans mes lignes parce que je voulais vous dire deux choses. C'est pas grave, zappons. Dans cette seconde partie, il va tordre un petit peu plus cette réalité, Nicolas Jarry, puisqu'il va vraiment prendre ce qui s'est passé là, sur cette case. Là, on est avec l'Empire romain d'Orient, on est aux alentours de 960. Hein. Bon, finalement, ça s'est écroulé, hein, la fin du Moyen-Âge, mais il reste encore a priori des Romains. Et là, il va complètement créer un peu autre chose. Là, voilà. Dans l'histoire, il y a quelques zones d'ombre. On s'y insère, et c'est un petit peu tout ça qui fait tout le long de l'histoire. Et après, voilà, la deuxième partie, je le fais encore, mais à mort. Surtout dans ce récit, donc, qui se situe après le Ragnarok. Hein. Oui, je spoil un petit peu l'histoire, la mythologie, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez connu aujourd'hui. Voilà. Le Ragnarok, il a mis sa réalité, alors que à la base, c'est plus une histoire du genre Adam et Ève. Là, il a fait autre chose. Voilà. Il s'inspire en s'éloignant des écrits comme les Eddas. Lors de la première fois que j'avais lu cette bande dessinée, bah, j'avais pas accroché ce second cycle. Voilà, pour moi l'histoire était terminée. Tous les acteurs, ils n'allaient pas forcément tous très très bien. Hein. C'était quand même la fin de la Ragnarok, c'est la fin. Sauf que finalement, c'est la fin qui amène à un nouveau commencement. Voilà, c'est plutôt un nouveau commencement, le Ragnarok. En tout cas, cette série, si vous aimez, si vous aimez et si vous souhaitez découvrir un petit peu l'univers justement de tous les dieux nordiques, je vous invite franchement à lire cette histoire parce qu'elle était quand même une chouette série. C'est une bonne porte d'entrée pour avoir au moins des bases. Après, à vous d'aller un petit peu sur internet aujourd'hui, c'est assez simple pour avoir d'autres infos. En plus, vous pourrez découvrir une source d'inspiration de Tolkien. Vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, là au moins vous verrez la source du Seigneur des Anneaux, donc par exemple l'anneau maudit. Voilà, une des couvertures, hein, il y a un gros anneau au milieu. Il est maudit cet anneau. Il y a la lame brisée. On retrouve des éléments que Tolkien a puisés dans les mythologies nordiques et qui ont été ensuite puisés pour écrire sur Crépuscule des dieux. Donc voilà, moi c'était vraiment un chouette récit, j'ai bien aimé relire encore ces 9 albums pour la chronique et puis pour moi aussi, pour lire en noir et blanc aussi. Donc ouais, ça me fait plaisir de vous en parler. Il y a un tome 0 aussi qui existe, qui est aussi par Nicolas Jarry, je crois qu'il y a Jean-Luc Listine qui est dedans, c'est dessiné par d'autres personnes que JF, qui raconte justement des événements qui sont un petit peu évoqués avant le tome 1. Quand Odin, ou Wotan, chez les Germaniques, récupère l'or chez Albéric. Et tout ce qui se passe aussi avant, comment Albéric lui a récupéré l'or, c'est un Nibelungen. Enfin là, faut lire, là je raconter un peu l'histoire, lisez le crépuscule des dieux, ou au moins renseignez-vous sur ce qu'est la mythologie nordique. Donc voilà pour le crépuscule des dieux. 9 volumes. J'ai préféré prendre l'intégrale sous la main que j'ai lu, c'est plus léger, presque, et moins encombrant. Parce que 9 albums, ça fait de la place sur la table. Ok, allez, passons à la suite. Hop. La suite, quelque chose de beaucoup plus récent, avec le comics Dream.
Donc, de quoi ça va nous parler? On va suivre Jessica. Jessica, c'est cette jeune femme sur la couverture, qui est une faucheuse. Elle récupère les morts pour les emmener dans le monde des morts. Et là, Jessica, par rapport aux autres faucheurs, parce qu'il y en a quand même plusieurs, elle ne se souvient pas de sa vie humaine, comment elle a vécu et comment elle est morte. Et elle va partir accompagnée de deux de ses amis, faucheurs aussi, à la recherche de ses origines. Voilà, je reste un petit peu mystérieux parce qu'il y a plein d'autres choses aussi qui sont mises en scène dans l'histoire. Je vous laisse ça, je vous laisserai la surprise si vous lisez un jour Grimm. On a Stephanie Phillips qui est au scénario, donc c'est une scénariste qui commence tout juste à percer aux États-Unis. Actuellement, elle est sur la série Harley Quinn. On a pu aussi la retrouver sur du Wonder Woman et sur du Batman, donc chez DC Comics. Elle fait quand même des grosses séries actuellement. Elle a bossé sur des grosses séries. Après aussi, Stephanie Phillips, c'est quelqu'un qu'il faut pas faire chier parce qu'elle fait du Muay Thai. Donc c'est à vos risques et périls. Voilà, c'est vous qui voyez si vous voulez l'embêter. Ensuite, au dessin, on a Flaviano. C'est un artiste qui dessine aussi tout plein de titres pour DC Comics et aussi pour Marvel. J'ai rien noté comme série où c'est vraiment lui le dessinateur principal. Il fait quelques piges sur des single issues, c'est tout. Voilà, j'ai tout ce que j'ai vu. Maintenant, Grimm, voilà, c'est peut-être sa série du moment qui va pouvoir continuer avec les tomes suivants, qui j'espère arriveront en France. Hop, quelques images. Ouais, en plus il y a des images qui sont stylées. Celle-ci, voilà, paf, j'adore. Elle est stylée, première image, celle-ci, j'adore. Donc, pour parler de Grimm, je trouve que c'est une histoire qui est un peu trop classique et l'histoire ne m'a jamais amené vraiment dans son univers. Il y a des éléments, mais l'envers du décor qu'on découvre, on reste en surface. Le monde des morts, on y va, mais on s'y attarde pas assez, je trouve. Les amis, ses amis à Jessica, c'est un rocker des années 70 et un chevalier qui a du Moyen-Âge, peut-être un peu plus tard, je sais plus. Euh, voilà, c'est des personnages ils pourraient être un peu plus mis en avant, au moins avoir quelques petites images. C'est fait, mais toujours en surface. On va pas assez dans le détail. Après, c'est peut-être pas l'idée non plus de l'histoire. L'histoire va aller nous emmener ailleurs. La mythologie du monde, elle est un peu effleurée. Après, c'était sympathique à lire, parce qu'il y a tout aussi plein de péripéties dont je ne dirai rien, euh, qui sont là. Mais après, voilà, c'est sympatoche, c'est pas inoubliable. On attendra le tome 2 s'il arrive un jour, parce que je crois qu'aux États-Unis, je suis pas sûr que pour l'instant l'histoire ait continué. Mais là, je vous dis peut-être des bêtises, j'ai pas été vérifié. Mais je crois que j'avais rien lu quand j'avais été chercher rien vu quand j'avais été chercher justement des images. Donc voilà pour Grimm, je fais assez court, mais voilà, en même temps c'est assez. Le volume est assez court. Hop, allez, passons à la suite. Alors, nous passons avec Serial. Serial, il y a déjà beaucoup plus de choses à dire. Hop là, toi tu viens ici. Puisque dans Serial, qui est un spin-off de Rachel Rising, un comics que j'avais lu l'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus non plus. En tout cas, c'est une bande dessinée que j'avais vraiment adorée. Et donc là, on a un spin-off où on va suivre un des personnages de la série principale, qui est Zoé. Zoé, c'est une serial killer d'une cinquantaine d'années dans un corps d'enfant. Parce que bon, elle a été possédée par un démon. Enfin, je vous la fais en cours. Pour la faire courte, c'est une tarée. C'était une tarée dans la série principale. Et dans Serial, elle va suivre une autre serial killer qui a tué une de ses amies, donc elle va vouloir un petit peu se venger. On a toujours Terry Moore qui est au scénario, au dessin et pas à la couleur puisque tout est en noir et blanc. Et ben j'ai ouvert la page où il y a le marque-page, donc pas logique. Donc voilà, Terry Moore. Si les autres, il a fait d'autres séries qui étaient excellentes comme Stranger in Paradise, Echo et Motor Girl. Je n'ai pas lu Stranger in Paradise et Echo, et ça, il faut que je le fasse parce que ça a l'air vraiment pas mal, surtout Echo. Et donc là, on se replonge dans l'univers de Rachel Rising. Non, je mange pas parce qu'il faut que je vous en parle et je vais vous en parler avec le livre dans les mains, c'est mieux. Hop, hop. Et voilà les pages. Alors, tout de suite, on va pas y aller par quatre chemins, j'ai été très déçu.
comme comme je viens de dire, j'ai adoré Rachel Rising et tous ces personnages, dont Zoé. Hein. Voilà, Zoé, c'est un personnage de zinzin. Et bah, j'étais super content de la retrouver finalement aux commandes de son propre titre dans Serial, mais c'est pas les souvenirs que j'avais de Zoé. Il y a un ou deux passages, je trouve que ça va pas assez loin dans ce personnage. Ce personnage qui est quand même, bon bah voilà, c'est atypique d'avoir un serial killer dans un corps d'enfant. Mais là, finalement, ça jouait pas trop sur la gamine psychopathe. Non, voilà, c'était plus, voilà, je voyais vraiment une adulte dans un corps d'enfant. C'est ce que c'est, hein, mais on voit pas trop le côté psychopathe de la gamine. Donc bon, voilà, on reste après du coup avec une traque d'un serial killer. Ça se lit, c'est pas transcendant, je trouve, par rapport au récit principal. Il y a un petit twist à la fin. Mais voilà, ça m'aurait demandé en tout cas de relire le livre une deuxième fois pour trouver un petit peu les indices qui emmènent vers ce twist. Mais ce sera pas tout de suite, plus tard sans doute. Voilà, donc je m'attendais à mieux pour ce serial. C'est dommage, mais en tout cas quand même je maintiens, lisez Rachel Rising. Parce que ça c'était bien. C'était très bien. On la note. Ok, allez, on passe à la suite. Pof, on enchaîne. C'est aussi ça d'écrire des petits avis au lieu de faire des gros pavés comme le premier par exemple. Mais le premier il y avait 9 volumes, donc je pouvais m'étaler. Ok. Armorclad. Donc Armorclad, on est de retour dans l'univers Valiant. Sauf que là on a une nouvelle histoire avec des personnages qu'on ne connaissait pas sur une planète qu'on ne connaissait pas. On est dans de la pure SF. On va suivre des ados qui sont forcés de travailler dans une mine jusqu'au jour où ils ont une opportunité de se rebeller. Opportunité qu'ils vont saisir. Oui, alors la couverture c'est pas la même puisque c'est Valiant, ils passent par Ulule pour financer leur livre et on peut acquérir des couvertures alternatives spécialement sur Ulule. Au niveau des auteurs, on va commencer par Gigi O'Connor et c'est à peu près la seule chose que je peux vous dire de cette personne, c'est une femme, voilà, mais c'est aussi une illustre inconnue. Voilà, j'ai cherché des infos et j'ai même trouvé un article qui marquait « Who is Gigi O'Connor ?» Bah je ne sais pas. Voilà. Par contre, j'ai plus d'infos sur Brian Buccellato, puisqu'il est quand même dans le milieu des comics depuis 95. Il a commencé chez Marvel par du Wolverine, puis ensuite il a fait d'autres titres de la Maison des Idées, des idées, Marvel. Voilà. Puis ensuite il est passé chez DC, où récemment il a été sur la saga Injustice. Les dessinateurs, donc le dessinateur principal c'est Manuel Garcia, Miguel Sepulveda, il est là que pour le prologue. Bon, je vais vraiment que parler de Manuel Garcia. Donc lui il a travaillé chez DC et Marvel, et il a aussi travaillé régulièrement dans la BD franco-belge. J'ai pas ressorti de titre majeur dans sa bibliographie. Hop, voilà des images. Donc, Armorclad, déjà, pour situer un petit peu, c'est une série qui subit la crise du Covid de plein fouet. Voilà, Valiant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne va pas très bien depuis le Covid. Et je doute en plus qu'il arrive un jour à s'en remettre. Au point justement d'en avoir qu'une seule single issue par mois. Un single issue, c'est globalement, ils sortent un chapitre du bande dessinée Valiant par mois. Donc ça fait pas beaucoup de séries en parallèle. Et donc ils font que des mini-séries, des 4, 5, 6 chapitres. Là je sais pas, je crois qu'il y en a 6. Donc ce qui est assez peu au final, surtout voilà, ils ont 2 séries en parallèle, c'est un petit peu léger, ils ne peuvent pas faire d'ongoing. Pour resituer un petit peu dans le monde des comics, vous avez donc les mini-séries, donc comme je viens de dire, 4, 5, 6 chapitres, voire 12 chapitres. C'est souvent le cas, c'est entre 4 et 12. Et ensuite vous avez les ongoing, comme les Detective Comics, Superman, ou les X-Men par exemple, qui sont, je sais pas sur combien de titres. De temps en temps il y a des reboots, mais au final c'est des séries qui n'ont pas vraiment de fin. Dans ce que je vous ai présenté, on a par exemple Invincible, ou
The Walking Dead, qui sont des séries qui n'avaient pas de fin. C'était parti pour des années, et même d'ailleurs pour The Walking Dead, ils ont eu une idée géniale, c'est de ne pas annoncer la fin. Il y avait eu le 140, je crois que ça se termine au 143, mais le 144, 145, 146 c'était déjà programmé dans les comic shops. Sauf que pour éviter un petit peu un effet de spéculation, ils ont fait directement le 143, surprise, c'est la fin. J'ai trouvé c'est une idée plutôt pas mal. Et donc chez Valiant, ça, Armor Class, ce serait vraiment soit une mini-série, soit une série qui demanderait plus de chapitres pour s'étoffer. Ah, mais c'est pas le cas pour l'instant, parce que là, on a un mot fin à la fin, mais avec un Armorclad reviendra. Mais quand? Suspense. Parce qu'il y a d'autres, il n'y a pas que Armor. Justement, une single issue, des héros, ils en ont un paquet, et un par mois, ils peuvent pas étoffer l'univers, donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'un jour, Valiant va s'en remettre. En tout cas, c'est bien dommage parce que Armorclad, il y a des idées. Il y a tout un discours social sur les personnes qui sont vraiment en bas de l'échelle et exploitées. Voilà, surtout là, ils imaginent pouvoir, ce sont des personnes qui imaginent pouvoir grimper l'échelle sociale, sauf qu'ils sont vraiment, ils sont complètement exploités. En plus, là, ce sont des ados. C'est d'ailleurs dommage d'avoir mis des ados, parce que dans leurs actions et même dans leur physique, dans le dessin des personnages, je vois pas des ados, je vois des jeunes adultes. Donc ça c'est un petit peu le côté un peu dommage. Des jeunes adultes ça aurait parfaitement collé. Mais bon, ça c'est pas grave. Il y a aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté un genre de mythologie autour d'une armure exceptionnelle. Mais le récit va s'attarder autre chose, donc on sent vraiment que c'est un prélude. Voilà. Le prologue va nous parler de l'armure exceptionnelle, l'histoire principale va nous parler d'autre chose. Mais la suite va sans doute, cette armure exceptionnelle dont on parlait dans le prologue, va sûrement revenir. Mais quand quand le chapitre Armorclad volume 2 sortira, un jour peut-être. Voilà, parce qu'il y a un cliffhanger aussi sorti du chapeau, mais pour l'instant on n'en sait rien. Donc bon voilà, on va attendre la suite, c'est bien, mais voilà, pas de suite. Merci Valiant de continuer d'exister encore, mais la question c'est quand est-ce qu'ils vont fermer. J'en sais rien, là ils ont un titre Exo Manowar qui est assez cool. Mais derrière, je sais pas, je crois qu'ils ont rien annoncé. Ce qu'ils annoncent, rien de bon. Mais bon, on verra, le temps nous dira si tout va bien. Allez hop, passons à la suite et encore du comics. De toute manière, ce mois-ci, on est très focalisé comics. On a deux séries de bande dessinée, un manga et c'est à peu près tout. Vraiment que du comics. Donc, parlons de Hellboy et BPRD. Hellboy, je vous en ai déjà parlé le mois dernier. Le hors-série qui est en préparation, je pense qu'il va être en préparation pour une durée indéterminée. J'ai pas travaillé dessus ce mois-ci et il y a peu de chances que je le fasse un jour. Je reconnais que je repousse un petit peu l'échéance. C'est pas évident, Hellboy d'en parler, je suis assez perdu, il va falloir que j'en relise beaucoup de livres pour pouvoir vous en parler correctement. En tout cas, ce tome 7 de la série spin-off de Hellboy et BPRD revient sur 4 histoires qui est arrivées à Hellboy dans son passé. Donc avant 92, globalement. Donc voilà, c'est ça que va nous raconter ce titre, le retour des Ficoles, qui est une suite d'un volume, je vais y revenir. Au niveau du scénario, c'est Mike Mignola. Mike Mignola, je vous en ai parlé avant, c'est principalement, c'est que Hellboy. Voilà. Il a dessiné du Batman, mais c'était vraiment au tout début. Aujourd'hui, il scénarise Hellboy, il dessine même plus, et il fait encore beaucoup de couvertures, des piges sur des couvertures pour d'autres personnes. Les dessinateurs, vu qu'il y en a un pour 5 histoires, donc voilà, on va les citer, allez, je vais vous donner avec leur prénom, pardon. On a Zach Howard, Matt Smith, Tiernan Trevelyan et Adam Hughes. Adam Hughes qui est le seul à coloriser son histoire, le reste est colorisé par Dave Stewart. Dave Stewart, c'est le coloriste de quasi 90% des histoires d'Hellboy. Aujourd'hui, il a un petit peu cédé la main, c'est plus trop lui, mais n'empêche qu'il est toujours là, c'est un coloriste qui a eu je ne sais combien d'Eisner Awards du meilleur coloriste. C'était un coloriste indispensable à une époque.
Donc quelques images, je vous ai mis des images de chaque histoire, sauf la première qui en a deux. Donc ce sont 4 histoires très classiques dans leur construction pour l'univers d'Hellboy, hein. Globalement, Hellboy arrive à un endroit, il est accompagné ou il rencontre une personne, un allié, et il va se battre. Enfin, il va essayer de parlementer, mais souvent ça va se finir par se battre contre des démons, des fantômes, des sorcières, ce que vous voulez. Voilà, c'est classique, mais efficace, c'est pour ça aussi qu'on aime Hellboy. Pour chaque histoire, alors les 4 histoires, voilà, elles sont classiques, elles sont très bien, ça se lit. Maintenant, les 4 histoires, pour la première histoire, le retour d'Effie Kolb, c'est une suite de l'histoire L'Homme Tordu, qui était le tome 11 de la série principale Hellboy. Pas Hellboy IBP1. Quand je vous dis que c'est compliqué, une galère pour le hors-série, si les séries qui commencent à se croiser, ça devient compliqué. L'Homme Tordu qui sera l'histoire qui va inspirer le prochain film Hellboy, qu'on peut craindre tous, vu la qualité du dernier film Hellboy. Voilà, c'est le prochain, et ce sera L'Homme Tordu qui sera adapté. Vaut mieux avoir lu L'Homme Tordu avant de commencer à lire ce Hellboy et BPRD, hein, surtout pour cette première histoire. Et en plus, dans la première, ça met en place des éléments qui seront exploités dans un prochain récit qui sera dans l'univers Hellboy. Mais ça, vous ne le savez pas encore, faut suivre les publications aux États-Unis. Bon, maintenant vous le savez, hein, j'ai vendu la mèche. Il y a aussi dans ces 4 histoires une autre histoire qui est liée à quelque chose, à des éléments du passé d'Hellboy, qui était d'ailleurs dans le tome 6, La Bête de Vargu. Donc c'était le tome 6. Donc c'est aussi mieux d'avoir lu le tome 6 pour avoir au moins les bases de l'histoire suivante. Une autre histoire fait référence à la Baba Yaga, qui est une sorcière très importante dans l'univers d'Hellboy. Donc en fait, pour résumer, vaut mieux avoir lu l'histoire d'Hellboy avant de commencer ce tome 7. Hein. Non, voilà, lisez Hellboy, c'est génial Hellboy. Vous avez une grande série qui se termine aujourd'hui, qui est terminée, hein, donc vous n'avez pas... On va recréer encore des histoires, comme ici, comme le tome 17 de la semaine du mois dernier, mais c'est vraiment terminé. Voilà, vous pouvez avoir toute l'histoire et en plus elle ressort en intégrale. Donc, vous n'avez aucune raison de manquer Hellboy si vous ne l'avez pas lu, parce que Hellboy c'est top, c'est génial. Donc lisez Hellboy, on le dira jamais assez. Allez hop, je te pose ici et on va passer à la suite. Et ce sera le seul manga du mois, un manga dont j'ai déjà parlé le mois dernier et les mois précédents, Eden, tome 6. Enfin, Eden, It's an Endless World, c'est ce dont j'ai parlé. Aujourd'hui, je parle du tome 6. Donc dans ce tome 6, on a les personnages qu'on a déjà vus auparavant qui vont un peu se croiser, ils vont arriver à trouver une cause commune pour avancer vers un même objectif. Je suis désolé, je peux pas faire plus nébuleux comme Twitch, hein. Voilà. Si je rentre dans le détail, ça va vous spoiler un petit peu déjà l'histoire. Les 5 tomes, c'est un récit culte, donc c'est intéressant à lire et à découvrir. Voilà, je vais pas vous donner des prénoms pour dire hey, y a machin qui va rencontrer truc. Non, mais on s'en fout. Des personnages se rencontrent, vous les connaissez pas, donc peu importe qui s'appelle machin ou truc. Ou bidule. Bidule, c'est un bon prénom. On a toujours Hiroki Endo au scénario et au dessin. Dessins qui sont toujours bien. Donc pas grand chose à dire de plus sur lui. Et voilà quelques images classiques. Voilà, je trouve quand même que dans le volume 6, le personnage principal a régressé dans son caractère par rapport à l'évolution qu'il avait pu avoir auparavant. Commençait vraiment à devenir un petit peu plus sombre, voilà, à grandir tout simplement. Mais là, je trouve qu'il a régressé. Voilà, il est devenu plus côté enfant que adulte. Donc, hormis cette personnalité fluctuante, on reste vraiment dans la lignée des albums précédents, l'histoire se suit. On verra vraiment à la fin, je pense que la critique la plus intéressante que je pourrais faire à propos d'Eden, ce sera la toute dernière qui sera sur l'ensemble de la série. Les dessins en tout cas sont, depuis quelques albums maintenant, sont vraiment toujours top. Donc on va continuer avec le tome 7 un peu plus tard, je sais pas quand.
peut-être sans doute pas le mois prochain, mais au mois de juillet, août, on verra. De toute façon, je vous le présenterai également, hein, je vous dirai quelque chose de similaire sans doute. Vous l'avez vu, je pourrais même l'écrire en avance. On verra si ce sera confirmé pour le tome 7. Donc voilà pour Eden. Hein. On en a parlé suffisamment d'Eden. Passons à la suite. Hop, on va changer les pages. Et on va parler de Cemetery Beach. Alors, le scénario, il est très simple. Hein. Il y a un homme qui cherche à fuir une planète dont il a été fait prisonnier. Et il a rencontré une jeune femme qui va l'aider à s'enfuir de cette planète. Et globalement, c'est ça le scénario tout le long. Il n'y a pas de twist, il n'y a rien. Le personnage, il part du point A, il va au point B, et c'est tout. Mais c'est bien. Mais j'anticipe. Puisque parlons d'abord des auteurs. Warren Ellis, qui n'est pas n'importe qui dans l'univers du comics. Déjà, on va retenir principalement ses histoires sur les X-Men qu'il a pu écrire. Il a fait différents titres, donc il en a vraiment écrit pas mal. Mais surtout, Transmétropolitan, qui va raconter l'histoire d'un éditorialiste, excusez-moi, qui est adepte un petit peu de tout ce qui est drogue, alcool, tout ça, enfin, complètement perché. Et cette personne va quand même lutter contre les policiers corrompus à travers ses articles. C'est un comics qui est réédité actuellement au format nomade, donc c'est les comics en plus petit format, que je trouve dommage, mais aussi à plus petit prix, qui permet qui est une bonne porte d'entrée pour des très bons comics, à moins cher. C'est aussi pour ça qu'ils le font, pour attirer un petit peu tous les gens qui lisent des mangas, en disant regardez les comics, c'est vachement bien. Et ils ont raison, on en a la preuve ce mois-ci, avec certains titres. Et on a au dessin, on a Jason Howard. Pourquoi j'ai marqué Howard Johnson? Oh mais j'ai complètement claqué. C'est pas grave, c'est Jason Howard qui a déjà travaillé avec Warren Ellis sur les séries Trees et le webcomic Scatterlands. Il a aussi bossé avec Robert Kirkman, dont on a parlé juste avant, Invincible et The Walking Dead, sur un comic qui s'appelle Super Dinosaur. Je sais même pas de quoi ça parle, mais déjà avec le titre, ça a l'air complètement barré. Et aussi sur The Astounding Wolfman, ça qui est un spin-off de Invincible. Donc les images, c'est tout simple pour moi. Oh, j'ai laissé un petit truc. Il faudrait l'avoir supprimé. Donc là, on est sur un pur récit d'action. Comme je disais, les personnages, ils vont du point A, ils vont au point B, ils vont passer par les airs, sous la terre, sur la terre, dans des véhicules, sur des véhicules. Ça pète de partout. D'ailleurs, regardez sur quelques images, ça c'est la première page globalement, et après ça pète de partout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans aucun repos. C'est ce qui est vendu avec ce titre. Et du coup, c'est très très bon parce que ça nous vend ça. Voilà, un récit d'action. Et qu'est-ce qu'on a? On a un récit d'action. Du coup, c'est maîtrisé. Je trouve que les dessins fonctionnent bien, sont bien dynamiques. Donc ça fonctionne. Voilà. À l'occasion, si vous avez vraiment la possibilité de lire Cemetery Beach, faites-le. C'est un récit complet. Pourrait y avoir une suite. Forcément, le récit a un poil ouvert, mais non, ça se suffit vraiment à lui-même. Donc voilà, pur récit d'action. Voilà, pour Cemetery Beach. Hop. Et on approche déjà de la fin tout doucement, parce que pour les deux derniers titres, avec déjà le premier, on va parler de Conquête, une bande dessinée qui est sortie ce mois-ci. Donc on est au tome 10. Conquête est une série où tous les tomes sont indépendants. Ils se répondent un petit peu au niveau de quelques name dropping, hein, quelques citations par-ci par-là, mais ça reste une série voilà. Chaque tome peut se lire indépendamment jusqu'à présent. Dans celui-là, on a des Anglais et des Français qui ont établi une colonie sur une planète, enfin même dans une ville sur une planète lointaine. Donc disons qu'ils ont un petit peu été ghettoisés. Hein. Bon, imaginez District 9 comme film, où les extraterrestres sont arrivés et ont été ghettoisés à Johannesburg. C'est un petit peu pareil pour ce Conquête.
Et donc les dirigeants, eux, ils vont essayer de négocier une meilleure villégiature, pendant que les autochtones, enfin les dirigeants autochtones, eux, vont plutôt chercher à s'accaparer les technologies, parce qu'ils sont les humains sont légèrement plus avancés que les extraterrestres. Ça, c'est une grande histoire. Nous, on va plutôt suivre les troufions qui sont sur la planète et qui vont côtoyer la population xénophobe, mais aussi les populations qui sont plutôt ouvertes à cette nouvelle race, aux humains du coup. Au scénario, on a Nicolas Jarry, c'est un doublé pour lui ce mois-ci, après le crépuscule des dieux, donc je vais quand même pas en reparler à nouveau, je le fais beaucoup trop souvent. Par contre, on va parler de Zivorad Radivojevic, qui a travaillé avec Sylvain Cordurier sur la série One et Cyber. Et il a aussi travaillé avec Jean-Luc Issine sur World War Wolves, une bande dessinée avec des loups-garous, et sur 2 tomes de Alice Madson. Alice Madson, je crois que ça parle d'une médecin légiste psychopathe pendant une invasion de zombies. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de ce pitch. Hein. Voilà, ça c'est pour tous ses travaux en France en tout cas, parce que sinon depuis 81 il est illustrateur et plasticien en Bosnie-Herzégovine. Hop, voilà, on va mettre quelques dessins, vous allez voir, très classiques pour des bandes dessinées chez Soleil. Alors, jusqu'à présent, comme je le disais, tous les volumes étaient indépendants. Sauf que dans celui-ci, je trouve qu'il y a beaucoup trop de citations qui sont faites pour la suite de la série. Pour expliquer un petit peu ce qui va arriver, là voilà, on a eu 2 cycles de 5 volumes où chaque peuple un peu de la Terre sont arrivés sur une nouvelle planète et ont essayé de la conquérir. Il y a eu différentes histoires, ça il faut lire les petits volumes pour un petit peu savoir. Et ils ont eu une excellente idée, enfin Jean-Luc Issine, le directeur de la collection, a eu une excellente idée, je trouve, ça va être d'inverser les rôles pour les tomes 11 à 15, où cette fois-ci ce seront les extraterrestres qui vont arriver sur Terre et qui vont tenter de conquérir. Pour X raisons, pour des raisons que j'ignore actuellement, on risque d'avoir tous les personnages qu'on a rencontrés durant ces 10 tomes, qu'on va revoir dans les tomes futurs, mais du coup, ce tome-là, bah, nous amorce un petit peu ce qu'on va retrouver dans les volumes 11 à 15. Je trouve un petit peu dommage justement par rapport au reste de la série pour l'instant. Après voilà, en dehors de tout ça, on a un tome avec beaucoup d'action. On peut s'interroger justement sur ce qui se passerait si le même genre, si une société extraterrestre arrivait sur Terre, donc légèrement plus évolué que nous, qui pourrait nous apporter des technologies, comment nous on réagirait? Est-ce qu'on serait bon? Est-ce qu'on serait pas bon? Est-ce qu'on serait là pour dire qu'on va piquer leur matos et sans rien leur donner en les exterminant? Je ne sais pas. Donc voilà, ça peut nous poser la question. On verra en tout cas la proposition de Jean-Luc Issine pour les prochains volumes. On a quand même moi j'ai un gros bémol, après ça peut être aussi du pinaillage, vous savez que j'aime bien pinailler. Pour des facilités scénaristiques, les humains et les extraterrestres parlent la même langue. Déjà que sur Terre, entre 2 peuples, c'est compliqué de parler la même langage, déjà que même entre 2 Français, c'est pas toujours évident. Mais voilà, là entre 2 planètes, non, j'y crois pas du tout. Peut-être que c'était le cas pour les volumes précédents, mais en tout cas là ça m'a beaucoup plus marqué. Donc bon, c'est pas grave, c'est un bémol, c'est un pinaillage, c'est ce que vous voulez, mais c'est le cas en tout cas dans la BD. Donc on va attendre la suite désormais, le tome 11, pour voir ce qui va être fait. Moi je suis très curieux. Donc j'espère que vous l'êtes aussi de ce que je vais vous présenter, et puis si vous aimez la SF, bah voilà, Quête, un titre de SF du moment. Vous pouvez commencer par ce tome 10, vous pouvez aller ensuite sur le tome 7, ça, par contre vous pouvez commencer dans n'importe quel sens, il n'y a pas de problème. Peut-être pas le tome 11 à 15, là il faudra peut-être suivre, mais je sais pas comment ils vont s'en sortir, donc on verra. Wait and see. Et pouf. Allez, et on va passer aux dernières BD du mois, avec The Nice House The Lake. Donc, 2 volumes, hop,
comme ça, tac, on va s'en sortir. Et voilà, ça c'est beau. Et la petite nouveauté que j'annonçais au début du stream, elle est là, attention elle arrive, vous allez voir, c'est un truc de fou. Pouf, ce logo va apparaître désormais pour la dernière bande dessinée du mois. C'est ce qui sera déclaré, voilà, la BD du mois, c'est la BD qu'il faut absolument lire, parce que sinon vous manquez quelque chose. Je me réserve le droit, parce que je fais ce que je veux, de le mettre ou de ne pas le mettre. Si jamais il y a vraiment aucun titre qui m'ont marqué plus que les autres, je le mettrai pas, et puis si jamais il y en a plusieurs, je le remettrai. Ce petit logo, la BD du mois. Voilà, c'est la petite nouveauté, hein. C'est un truc de fou, hein, je l'avais annoncé. Hein. En tout cas, pour ce Night House on the Lake, pour l'histoire, on a un homme qui invite ses amis à passer une semaine dans sa jolie petite maison au bord du lac. Mais il y a des événements qui vont faire que tout ne va pas se passer comme prévu. Je vous laisse avec ce pitch, faut vraiment pas en dire, faut vraiment le découvrir. Les auteurs, on a James Tynion Ford. Alors c'est une personne qui a passé les 10 dernières années de sa vie à écrire des histoires pour Batman. Et il commence un petit peu à s'en extirper avec des travaux un petit peu plus indépendants, comme The Department of Truth, House of Slaughter et ce Night House on the Lake. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun titre qui n'a été traduit en français, on reste avec le titre original, ce que pas plus mal, hein, on s'en fout en fait. Je sais pas du tout de quoi parler les deux premiers titres, hein. Je ne suis pas trop renseigné, en tout cas je sais qu'ils ont été plutôt bien notés. Comme celui-ci, mais bon, il n'y a même pas de spoil sur ce que je vais annoncer plus tard, puisque c'est la BD du mois, c'est celle qu'il faut lire. En tout cas, donc voilà pour James Tynion Ford. Et au dessin, on a Alvaro Martinez Bueno, qui a travaillé comme storyboarder et illustrateur commercial à ses débuts. Puis ensuite, quand il a toqué à la porte du comics, il a commencé par les titres Valiant, Harbinger, Archer et Armstrong. Puis ensuite, il est passé chez Marvel. Et maintenant, il est chez DC Comics et il est sur du Batman avec James Tynion Ford. Mais quelle surprise! Alors, on va mettre quelques images. Les voici. Alors, petite intro déjà. Je vais se poser parce que je m'embête. Dans cette chronique, je présente plusieurs types de BD. Déjà, il y a des récits qui ne m'ont pas emballé, dont je ne conseille pas forcément la lecture. Cela, ça reste assez rare. Il y a des fois des bonnes histoires. Il y en a eu plusieurs aujourd'hui, par exemple, où je vais conseiller, de vous dire, allez, lisez-la si vous avez l'opportunité de la lire. Lisez-la, il n'y a aucun problème. Et il y a d'autres bandes dessinées à lire absolument. Dans cette dernière catégorie, on peut facilement intégrer les récits qui sont cultes, les BD cultes, comme un Watchmen dont j'ai pu présenter, ou 20th Century Boys. C'est des récits cultes, il faut le découvrir, il faut se faire son propre avis dessus. Je pense aussi à Invincible, par exemple, tout le monde dit que c'est génial, il y a un moment, allez-y. Tiens, en plus Invincible, c'est quand même maintenant son statut culte, il y a une série d'animation, Netflix je crois, ou Amazon. Il y a une série d'animation qui existe, qui a plutôt bien marché. Et aller directement à l'origine avec les comics. On peut aussi, il y a dans cette dernière catégorie, donc les BD à lire absolument, il y a des histoires qui viennent de sortir et qu'on peut imaginer un peu rentrer dans ce quota de BD culte. Il y en a certaines, pour certaines, j'espère, je ne sais rien parce que j'ai bien aimé, c'était bien, mais est-ce que ça va devenir culte? Ça, c'est seul l'avenir nous le dira, donc ce que je vous ai présenté déjà, Seven to Eternity, Monstress, Saison de sang, la cathédrale des abîmes. Voilà, ça c'est des titres, j'espère qu'ils vont devenir cultes un jour. Puis il y en a d'autres où j'en suis absolument persuadé. Je pense par exemple à toutes les morts de Layla Starr, dont je vous ai parlé l'année dernière, et du coup aussi ce Night House on the Lake. Voilà pourquoi il y a toute cette introduction, longue introduction. Ce Night House on the Lake, c'est une bande dessinée qui, je pense, va devenir culte avec le temps. Maintenant, ce que je pense de cette bande dessinée, vous avez compris que je la trouve géniale, mais je peux pas vous dire pourquoi, parce que ce serait spoiler, et la découverte du pourquoi, du comment,
bah, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du fait pourquoi c'est génial. Voilà, déjà pourquoi je suis allé sur cette bande dessinée, c'est parce que j'ai lu des très bonnes critiques euh, des deux volumes, surtout quand la deuxième est sortie. Voilà, celle-ci, euh, j'ai lu de très très bonnes critiques, donc je me suis dit pourquoi pas. Et le tome 1, il avait aussi des critiques absolument excellentes. Donc, j'y suis allé parce que si je regarde moi juste cette couverture, celle du tome 1, voilà, avec le titre assez sombre, avec cette maison éclairée, j'imagine un récit qui l'orne vers l'horreur, et c'est quelque chose que je ne serais jamais vraiment allé. Euh, je n'ai pas lu le scénario, hein. Le scénario, globalement, celui que je vous ai fait, je pense qu'il suffit pas mal. Et voilà, tout le monde disait que c'est génial, bah voilà, il y avait potentiellement un truc. Donc bah voilà, sans, sans rien savoir finalement des bandes dessinées, je vais vous inviter à lire, à foncer lire The Nice House on the Lake, et comme ça vous pourrez répondre à la question qui est écrite en quatrième de couverture, très énigmatique, et vous l'imaginez comment la fin du monde. Je vous laisse méditer là-dessus. Et voilà, tout de suite on ouvre les premières pages, on sait pas trop sur quoi on tombe, on est un peu perdu, et avec cette petite phrase énigmatique de quatrième, je trouve que ça le fait plutôt pas mal. Donc bon bah voilà, c'était pour Nice House on the Lake, qui est vraiment une bande dessinée à lire. Et c'est donc désormais bah, la fin de la chronique BD, hein. 9 titres, ça va plus vite, hein. Hop, je passe là-dessus, hein. C'était beaucoup plus court par rapport à d'autres émissions où on est à 12, 13, voire 15 bandes dessinées. En plus, tout va bien, tout va bien. On peut même remettre la musique, tout s'est coupé toute seule. Euh, donc oui, donc le mois prochain, je pense que ce sera encore un mois assez court, puisque bah, sans vous raconter toute ma vie, je pars en vacances, donc il va y avoir 15 jours où je ne lirai pas de bande dessinée. Je me rattraperai en fin de mois, comme ça j'aurai quand même quelques, quelques titres à vous parler. Et puis au pire, je rattraperai tout ça au mois de juillet, hein. Donc panique. Donc je vous revois, paf paf paf, le 7. Ah non, je vous reverrai sans doute pas le 7. Je vous reverrai fin juin, le 30 juin, parce que le 7 je ne serai pas disponible. Ah, j'avais lu n'importe quoi en fait. Je croyais que tout tombait bien, mais en fait non. C'est pas grave. Je vous revois le 30 juin, hein, avec quelques bandes dessinées. Donc d'ici là, lisez The Nice House on the Lake. Mais sinon, bah, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et passez du coup une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et un bon mois de juin ensoleillé. C'est ça, ça fait plaisir. Allez, salut, des bisous, merci d'avoir suivi. Et pouf.